Salut Mariana. Salut Jess, ça va? Oui, ça va, merci. Bienvenue dans le podcast Vida Loca. Merci On est beaucoup. très content de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, on va commencer. Ce que je te propose, c'est de commencer par une interview qu'on appelle tac au tac. Ok. Donc, le concept, c'est juste on va te poser 10 questions très simples. Il faut répondre. Bon, tu vas voir. Naturel, le plus Naturel, exactement. La première chose qui me vient. Alors, Ok. est-ce que tu peux nous dire ton prénom et ton nom complet? Alors, moi, je m'appelle Mariana Doballo. Voilà. C'est assez simple. Oui. Pour une fois. Oui, j'ai je un dois le deuxième dire. prénom, mais tout, mais je ne Ouais. l'ai dit jamais ici. Moi, c'est Mariana Beatriz Doballo Brandoni. C'est pour ça que je demande toujours le nom complet. C'est oui, souvent. c'est vrai que ça révèle Mm. des choses, oui. Voilà, c'est Beatriz, c'est le prénom de ma mère. Et après, Mariana, c'est... Voilà. Souvent, je dis Mariana, c'est facile pour tout le monde. C'est vrai. C'est très argentin comme prénom. Et après, Doballo, voilà, c'est le nom de ma famille. Ça vient de l'Espagne. Et Brandoni, c'est les prénoms... Non, les noms de famille des jeunes filles, comme on dit. D'accord. De ma mère. Et origine italienne, voilà. Un peu comme la plupart des Argentins et à Buenos Aires, voilà. Ouais, ça tombe bien parce que j'ai prévu qu'on parle justement de un peu ce comme ça. sujet. Donc ton origine, tu l'as dit, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine, oui. Ça fait combien de temps que tu es arrivée en France? Alors moi, je suis arrivée en France en 2013. Du coup, ça fait là 10 ans et un petit peu Ça plus. commence à faire. Ça commence à faire un petit peu trop. Et voilà, je suis arrivée fin 2013. Du coup, oui, ça fait une belle décennie d'années en France. Est-ce que tu peux nous dire si le matin t'es plutôt café ou thé? Ou maté, pardon. Ah, pas mal. Oh, Café ou maté? Thé, non, maté. Alors, les matins, ça dépend de mon humeur, en fait. Ok. Et souvent, je suis comme ça. En fait, j'adore, je pense que j'ai un goût assez varié. Mais ça dépend de mon humeur, s'il fait beau, s'il fait pas bon. Du coup, ça, je suis... Mais plutôt les matins, c'est thé, café pour me réveiller. Et après, ça dépend si je suis en compagnie, si je suis toute seule. Mais du maté souvent. Il y a toujours du maté. Il y a toujours du maté. Mais pas les matins. C'est l'ingrédient indispensable dans ton frigo. C'est sûr, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous citer 3 choses qui identifient un Argentin? Oula, ok. 3 choses qui identifient un Argentin ou une Argentine. Ou une Argentine. Alors, tu veux dire physiquement, c'est ça? Les 3 choses qui te viennent, que ce soit dans la culture ou, enfin, tu vois... Alors, 3 choses. Déjà, on peut dire que c'est pas... Voilà, je vais être honnête, en fait, on est très fiers de notre culture. Je pense que souvent les autres latinos, ils ressemblent. Voilà, je comprends. On est très fiers. Du coup, je pense qu'il n'y a aucun Argentin qui ne soit pas fier de sa culture, de son histoire, de son pays. Et avec les positifs et les négatifs, les deux côtés. Il y a ça. On crie beaucoup. Voilà, on est très... bruyant. On est très bruyant. Et après, on aime bien manger. Souvent, voilà, je connais aucun Argentin qui n'aime pas manger. Et voilà, il y en a déjà 3, je pense, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Super. Est-ce que tu es plutôt vin français ou vin argentin? Ah, tu me poses des questions compliquées, là. Alors, j'aimerais bien dire vin argentin. Voilà, parce que je t'ai dit, on est assez fiers de ce qu'on produit, nous, en Argentine. Mais quand même, il faut dire que s'il faut parler des vins au niveau international, voilà, on va laisser les Français parler parce qu'ils se connaissent mieux. Voilà. On va dire vin français. Ça fait mal au cœur, mais ça fait un peu même. mal au cœur, mais bon, quand même, vous savez, les vins, fromage, les pains, il faut respecter. C'est bon, vin français, on va dire. Si tu devais choisir entre la cuisine et le foot? Cuisine et foot, ça va, cuisine, c'est facile pour moi. Ça Après, va. tu vas comprendre pourquoi, mais c'est très facile. Okay. Cuisine, voilà, ça c'était pas compliqué. Non. Donc, on vient à la question suivante. Postre vigilante ou choripan? Ah oui, quand même, on s'est fait des recherches et tout, c'est bien ça. Un minimum. Vigilante, quand même, il faut connaître. Hein. Et choripan. Choripan? Ouais. On va comprendre pourquoi après. Ouais, c'est ça. Et dernière question, c'est la 10e, ce qui te manque le plus de l'Argentine? De façon générale,
la nourriture et ce qu'on trouve là-bas pour manger et comme offre gastronomique. Et un petit peu plus particulier, ma famille, évidemment, faut le mentionner quand même. Ma famille, oui. Il y en a beaucoup qui disent ça quand on pose la question, forcément. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venue en France, comment c'est arrivé et comment ça s'est passé surtout ton arrivée en France? Alors, du coup, voilà, ça remonte à novembre 2013. J'avais quoi, 21, 22 ans, je pense, 22. J'étais assez jeune, en fait. En Argentine, en tout cas, on n'a pas l'habitude d'émigrer, de partir du pays, et surtout si loin et si tôt. Du coup, moi, j'ai fini mes études universitaires. Moi, j'ai fait ma licence en relations publiques là-bas en Argentine, à Buenos Aires. Et voilà, en fait, j'ai rencontré mon copain qui était en Erasmus dans mon université, dans un des cours que je faisais. Et voilà, c'était tout de suite, en fait, c'était un peu un coup de foudre. Et voilà, Donc il était français? Ou il était argentin? argentin? Ouais, c'est ça, il est venu d'Erasmus en Argentine. Okay. C'est un peu compliqué parce qu'il venait de Montréal, il a fait ses études à Montréal. Okay. Il a toujours entendu beaucoup parler de l'Argentine, ça lui a fait plaisir. Et voilà, il a profité pour faire 6 mois en Argentine. Et normalement, les personnes qui font d'Erasmus en Argentine, ils sont assez contents de leur choix. Je reconnais. Et c'est pas trop d'études, c'est plus la fête, mais je pense en général, Erasmus, c'est comme ça. Mais en Argentine, ils se font plaisir. Et du coup, voilà, il a beaucoup entendu parler de l'Argentine. Il est venu pour faire ses études 6 mois. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés lors d'un cours de psychologie et à l'université. Et voilà, on est tombés amoureux, on s'est lâché un petit peu. Et après, on a commencé à rediscuter et c'est bon, quoi. C'était un peu ma raison de venir en France. Voilà, Est-ce que toi, tu parlais déjà français à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est lui qui te parlait espagnol? C'est ça, on mélangeait espagnol, anglais. Et c'est ça, pour moi, qui est important des langues, en fait, c'est finalement de se comprendre avec une autre personne et voilà, être dans les mêmes moods et comprendre ce que l'autre personne veut dire, même si on ne les dit pas exactement bien. Et voilà, du coup, on parlait un peu mélangé. Et bon, après, une fois que j'ai parlé français, ça a un peu changé, les habitudes, mais on parlait espagnol, oui. Et du coup, il a commencé à parler argentin, bien sûr. Argentin, évidemment, qui est très différent des autres espagnols d'Amérique latine. Je l'ai appris l'argentin. Donc, tu as quitté l'Argentine par amour, si on peut résumer ça comme ça. Oui, après, il y a des choses... Étant en Argentine, en fait, je pense que ça arrive un peu dans tous les pays, surtout les pays d'Amérique latine. Je veux dire, tous les pays d'Amérique, ils nous racontent toujours des histoires comme quoi l'Europe, c'est quelque chose de très lointain, de très un peu rêvé, un peu... Et nous, forcément, comme on a eu tellement d'immigration de l'Europe, on a ces histoires presque des faibles qui nous racontent quand on est petit. Et ça nous crée une espèce de besoin, je pense, de nostalgie pour les pays européens, même si on ne les connaît pas. Et moi, j'avais mes grands-parents, du côté de mon père, ils étaient espagnols. Du coup, ils m'ont toujours raconté des histoires de l'Espagne et tout. Et ça crée une espèce de connexion avec les pays, avec l'Europe surtout. Parce que finalement, surtout à Buenos Aires, on est un mélange de plein de pays différents de l'Europe. Et du coup, ça donne envie de découvrir. Du coup, j'étais toujours un peu attachée à la culture. Je ne sais pas envie de dire ça parce que c'est assez généraliste. Même pour les pays latinos, chaque pays a sa culture. Mais ça crée une espèce d'attachement avec la culture européenne. Même si ça n'existe pas une culture européenne. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi que l'Argentine, c'est vraiment le pays d'Amérique du Sud le plus
européanisé, si on peut dire ça. Oui, Ou en oui, tout cas, il y a beaucoup d'immigration d'Europe oui. qui ont été là-bas. On retrouve beaucoup les Espagnols et l'Italien, chose que je ne savais pas il y a quelques mois encore. Ah oui, ok. Mais je m'étais pas forcément intéressée encore à l'Argentine à ce point-là, et c'est vrai que plus tu regardes la culture gastronomique de l'Argentine, plus tu retrouves en fait beaucoup de choses, pizza, pâtes, beaucoup de choses italiennes, quoi. C'est ça. Alors surtout, j'aime bien faire la différence parce que aussi il faut se dire qu'effectivement, on a plus des moyens, souvent, les personnes qui habitent à Buenos Aires, de voyager. Du coup, souvent, les personnes qui rencontrent des Argentins en dehors de l'Argentine, c'est des personnes qui viennent de Buenos Aires. Et je n'ai pas envie de dire, c'est comme dire que les Parisiens, ils représentent toute la France. Et ce n'est pas très juste pour les autres provinces, les autres régions de l'Argentine. Et du coup, j'essaie de c'est ça bien clair. En fait, c'est plus à Buenos Aires qu'on vient de l'Europe. Et parce que voilà, forcément, il y avait les peurs. Les gens, ils traversaient, ils faisaient des semaines et des semaines en bateau. Et en pleine guerre, du coup, ça prenait encore plus de temps que voilà, juste traverser l'Atlantique. Et ils s'étaient fatigués, je pense, ils restaient au port, quoi. Il y avait plein d'opportunités dans la ville, c'était un pays en pleine expansion à l'époque, et du coup, ils restaient là, près du port de Buenos Aires, un peu dans la région. Mais après, quand on va dans d'autres régions de Buenos Aires, c'est un pays qui est très étendu, qui est très long. Du coup, on trouve un peu tout, et effectivement, on en trouve des colonies un peu européennes perdues, paumées au milieu de l'Argentine aussi. Il y a des colonies allemandes, il y a des colonies italiennes, un peu tout. Mais après, il y a des personnes qui sont plus connectées comment est-ce qu'on dit en français, des aborigines. Moi, je sais moi en espagnol, en fait, des personnes un peu autochtones. Oui, ok, d'accord. Des personnes qui étaient vraiment là à la base. Oui, même avant la colonisation, avant les différents flux migratoires qui a reçu l'Argentine à travers les temps. Voilà, du coup, il y a un peu tout, en fait. C'est très varié comme culture. Du coup, ça, forcément, on les voit dans la gastronomie. Et c'est très varié aussi en personnes, en fait. Oui, ça enrichit, en fait, encore plus toute la culture argentine. On ne trouve pas les mêmes accents à Buenos Aires qu'on trouve au nord, qu'on trouve les mêmes accents des personnes au sud. C'est très varié. Ouais. Ok, super. Ben, j'ai aussi l'impression que dans l'accent argentin, on retrouve beaucoup, encore une fois, d'influence d'Europe. Hier, j'écoutais une chanson que tu as mis dans une de tes stories à la une. Okay. Alors, je m'en rappelle plus, mais je mets plein de chansons parce que c'est mon autre j'allais regarder, passion. Mais non, je peux pas regarder. Je l'ai mis dans... Enfin, tu regarderas après dans ma story, je l'ai mise. Le problème, c'est que j'aimerais bien t'aider, mais je mets tellement de chansons que... Je pourrais la chanter, mais on est en train d'enregistrer la vie. Un petit peu, fais la mélodie un peu. Ah, ok, c'est une cumbia. Ok, ouais, je vois, ouais, ok. Et je trouve que dans cette chanson, il y a beaucoup de mots qui me font penser à moi au portugais, parce que je suis d'origine portugaise. Ok. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu vois, quand il y a des mots en che, enfin, il y a T'entends des sons un peu qui viennent du portugais. Exactement, ouais. C'est possible, hein, parce après, ça doit être un mélange entre l'espagnol, l'italien, ouais, c'est un peu tout. Après, ce qu'ils disent les gens souvent, surtout les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, quand ils s'entendent parler en argentin, souvent ce qu'ils disent c'est oula, on dirait l'accent italien, quoi. On dirait la tonalité, la prononciation des mots d'une phrase. Quand la personne parle vite, surtout, oui, c'est vrai que c'est très chanté aussi comme langue. Et... Oui, c'est ça. Souvent, la première chose moi, ils m'ont dit quelquefois, tu vois, des personnes qui ne comprenaient pas que je parle espagnol, mais voilà, on dirait l'italien, que tu parles italien, et... Du coup, à Buenos Aires, je pense qu'avec les temps, ça se perd un peu, cet accent italien qu'on entendait pas mal à l'époque, il y a 20, 30 ans. Mais oui, c'est possible, hein, on utilise un peu des mots, comme peut-être ici en France, on utilise des mots un peu qui viennent de l'arabe, et on utilise pas mal des mots qui viennent du portugais, parce qu'on est à côté du Brésil quand même.
des mots, pas mal de mots aussi en italien aussi, qui sont pas dans les autres pays d'Amérique latine. Oui, oui. Et je pense que ça, c'est un peu l'héritage des nonnas qui, voilà, on est... Moi, je savais pas, ma grand-mère, elle n'était pas italienne, mais bon, elle cuisinait comme une grand-mère italienne, c'était la même chose. La maman italienne. C'était la même italienne, alors ça varie pas, et c'est quelque chose que, voilà, qu'on le retrouve et dans chaque individu, et surtout en général dans la culture. Ouais. Ok, bon super, on a fait un aparté, mais c'est pas grave, c'était super intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, quand tu es arrivée en France, comment ça s'est passé? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont un peu interrogée, choquée, peut-être? Oui. Alors, vu que je suis arrivée très jeune, je n'ai pas trop réfléchi. Je pense que je l'ai fait sans trop réfléchir, en fait. Et parce que c'était la première fois que je prenais l'avion, et quand je suis venue en France. Et c'était la première fois que je partais en dehors du pays. En fait, je n'ai pas visité les pays autour quand j'avais 21, 22 ans. Et du coup, tout était hyper nouveau. Oui. Déjà, c'était... Que des premières fois. Oui, c'est ça. Après, ça fait quand même 10 ans. Du coup, je ne me souviens pas vraiment de tout ce que j'ai senti à ces moments-là. Mais oui, je me souviens que j'étais à l'aise, en fait. Surtout à Paris, vu que c'est tellement international. Je me sentais à l'aise. Effectivement, il y avait les petits soucis de la langue, qui n'est pas mineur, mais et ça allait. C'était très agréable, en fait, d'être à Paris. Moi, j'ai toujours vécu à Paris. Oui, c'était... T'as pas été, oui... T'avais l'habitude déjà d'une grande ville, de Buenos Aires? Oui, c'est ça. Moi, je viens... Oui, c'est ça. Même... Je viens de la banlieue de Buenos Aires. Mais bon, Buenos Aires, c'est costaud comme ville, c'est assez intense aussi. C'est une ville, c'est un peu comme New York, je pense. Il y a plein de personnes qui ne dort jamais. C'est ça, il y a plein de personnes qui les comparent, qui disent que c'est la ville parisienne d'Amérique latine, la Paris d'Amérique. Moi, je trouve pas du tout. En fait, je vois pas ça parce que pour moi, Paris, c'est un petit village. Ah oui. Moi, je pour sens toi, Buenos pas... Aires, c'est encore plus... Oui, Buenos Aires, c'est intense comme ville. Du coup, ça s'arrête jamais. C'est ça. C'est pour ça que moi, normalement, je la compare plus à New York. Et voilà, c'est les bordels souvent. Il y a des gens qui crient, du bruit partout. Et voilà, du coup, je me sentais à l'aise, en fait. Je suis arrivée. Et heureusement, j'avais déjà un travail. Du coup, moi, j'ai finissé ma licence en Argentine. J'ai travaillé déjà pour une agence de communication là-bas. Et en fait, j'ai réussi à avoir un stage et dans une start-up tout de suite. Du coup, 3 jours après mon arrivée, il fallait que j'aille au travail. Voilà, comme ça. J'ai débarqué comme même ça. Même pas le temps de... C'est ça, oui. J'avais rien compris. En fait, c'est pour ça que j'étais un peu... Voilà, je comprenais pas trop. Oui, je sais, ok, c'est bon. Je réfléchissais pas trop. Et j'avais mon premier... Du coup, c'était un stage pour une start-up à Châtelet. Du coup, c'était les centres de Paris. Et je me souviens que voilà, les personnes que j'ai rencontrées les 3 à 4 premiers jours, elles me disaient « Oula, attention à Châtelet, c'est les bordels ». Moi, j'ai dit « Ok, je veux voir, ok ». Je arrive là, je dis « Ah, ça va, c'est Châtelet, c'est rien, ça. Mais c'est rien, ça va, c'est assez petit, ça va. » Et du coup, oui, ça me paraissait un peu... Ok, il y avait des choses qui se passaient à Paris. Voilà, heureusement, j'avais ce boulot-là. Ça m'a permis de faire mes premières amies, mes premières rencontres des personnes en dehors de mon couple à Paris. Du coup, c'était assez sympa. Et voilà, j'ai enchaîné un peu les travails comme ça, toujours dans la communication, marketing. Est-ce que c'est justement au travail que tu as appris à parler français ou est-ce que tu as pris des cours aussi quand tu es arrivée? Alors c'est ça, du coup j'ai fait l'Alliance française à Buenos Aires et 2 ans juste avant de venir. D'accord. Par contre, est-ce que j'ai parlé français quand je suis arrivée? Pas du tout. Je savais des mots. C'est ça, je savais des mots par-ci par-là, mais je ne pouvais pas faire une phrase complète en français.
Et oui, heureusement, c'était grâce au travail. Après, j'ai fait quelques cours pour renforcer les français écrits, qui, voilà, c'est pas du tout Très la même compliqué. chose. Et oui, du coup, c'était un peu les boulots, c'était un peu... Et heureusement, voilà, mon copain, du coup, effectivement, j'avais quelques amis et personnes que je connaissais en français. Du coup, c'était un peu disons, la immersion complète, 100%, 24 sur 7 du français. C'est ça qui m'a permis. Aussi, je me souviens que j'ai fait pas mal de progrès en français quand j'ai commencé à regarder la télé en français. Ça, c'est pas mal. Sans les sous-titres. Sans les sous-titres. Parce que, voilà, une chose, c'est quand tu vas dans un bar et tu parles avec des personnes, t'as la musique, t'as du bruit, et c'est hyper compliqué à comprendre et à se concentrer à se sur concentrer, vraiment ce que la personne oui, dit, comme on vient parler. Et par contre, pour la télé, c'est pas la même chose. Du coup, voilà, on entend bien. C'est des conversations un peu de tous les jours. Voilà. Moi, je sens que je fais pas mal de progrès et en regardant la télé. Voilà. Si jamais ça peut aider quelqu'un. Je pense, oui. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important justement de se plonger dans la culture et d'essayer de rencontrer des gens qui parlent la langue dans le pays où t'es si t'as envie de l'apprendre. Parce que si tu restes, enfin ça c'est encore que mon avis, mais je pense que si tu restes avec des gens qui ne parlent que ta langue natale, en fait tu vas pas réussir, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas pas être obligé quelque part d'apprendre en fait. Donc ouais, je pense que c'est super important. Bon, en revenant un peu sur qu'est-ce que j'ai senti quand je suis arrivée, je me souviens que les 6 premiers mois, je n'avais pas croisé un seul argentin. Je n'étais pas en contact avec des argentins. C'est pas que je voulais pas, c'est juste que déjà il y avait beaucoup moins à l'époque que maintenant. En fait, maintenant, je descends de mon impère, j'entends parler argentin, je dis ah ok, encore des argentins, ça m'étonne pas. Surtout ces 2 dernières années là. Oui, c'est intense là. Et c'était très bizarre d'entendre parler déjà espagnol, argentin encore plus. Du coup, j'étais pas en contact et j'ai travaillé pour une start-up. J'étais dans les départements un peu internationaux. Du coup, forcément, il y avait des autres hispanophones. On parlait effectivement. Je pense que c'est très important d'avoir ces liens toujours avec ses racines, des personnes de la même culture. Mais quand même, il faut pas, je pense, être 100% sur ça parce que finalement, bon, déjà, dans ces cas-là, on reste dans nos pays, je pense, et c'est pas très intéressant comme échange. Et sinon, on n'avance pas avec autre objectif, par exemple, parler français, découvrir de nouvelles cultures. C'est très important, en tout cas, pour moi, ça l'était. Et donc, nous, on t'a découvert avec ton projet Tchouri-sur-Seine. C'est ça, vous avez voté. Voilà, on t'a connu sur le stand. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Comment t'es venue l'idée parce que tu étais dans un domaine complètement différent, du coup, la communication, relations publiques. C'est ça. Alors, du coup, Tchouri-sur-Seine, c'est mon dernier projet. Et c'est un projet qui disons, mélange un peu ma passion du quotidien, en fait, qui est cuisiner pour les autres. Souvent, j'aime bien cuisiner. Et pour des amis, pour la famille, j'aime bien. Ça me fait plaisir, en fait, de partager quelque chose que moi, je trouve que je sais bien faire avec les autres. Et du coup, la cuisine. Et un projet, en fait, du coup, c'est mon projet entrepreneurial. Du coup, ça mélange la passion avec ce que je sais faire. Moi, du coup, comme je t'expliquais, j'ai fait la com, du coup, assez digital depuis des années. Tout ce qui est content. Et du coup, je me débrouille assez bien à faire du contenu, à gérer tous les côtés un peu entrepreneurial. Et voilà, c'est un peu les mélanges des deux. Et j'ai travaillé pour plein de domaines différents, des boîtes différentes, start-up, des grandes sociétés. J'ai fait aussi un master ici à Paris. J'ai fait plein de choses différentes, toujours dans les domaines de la communication. Et j'étais un peu fatiguée en fait de toujours aider quelqu'un d'autre à communiquer sur un projet, sur un produit, un service. Et
j'étais un peu, oui, frustrée aussi sur le fait que, ok, voilà, je t'aide, mais voilà, c'est pas à moi en fait, c'est Oui, pas à je moi comprends. 100%, du coup je peux pas faire tout exactement comme moi je voulais. Et du coup c'est un peu né comme ça en fait. C'était pendant l'été du Covid en fait, les Hmm. fameux étés du Covid, qu'on était un peu On a tous beaucoup isolés, réfléchi. qu'on a beaucoup réfléchi, et que déjà on pouvait, heureusement en France, on pouvait déjà sortir, partir en vacances, mais c'était un peu, voilà, changer un peu ces modes de consommation, de voyage aussi. Et du coup, voilà, j'étais paumée au milieu de la campagne et dans un camping à la ferme, un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Et j'ai entendu qu'ils avaient un barbecue là. Du coup, on s'est retrouvés avec mon copain, on a acheté deux, trois choses pour profiter du fait qu'il y avait le barbecue sur place. Et voilà, on a fait la recette que j'ai fait maintenant, que c'est les choripan. Du coup, c'est les sandwichs mythiques qu'on en trouve partout en Argentine. À Buenos Aires, au moins, il est très Hmm. populaire. Et voilà, c'est pour répondre à cette demande, en fait, dans les événements un peu culturels et des événements culturels, de manger quelque chose qui est bon, qui est gras un peu, parce que c'est ça un peu, Oui. le chori, il est un peu Hmm. gras, et pouvoir partager quelque chose qu'on ne connaît pas à Paris et de l'Argentine, qui est la vraie street food, en fait. C'est un peu ça mon projet avec Choli. Et voilà, Donc ça fait combien de temps là que tu as commencé avec Chori j'ai Porcel? commencé en 2023, du coup là ça va faire un petit peu moins d'un an. Hmm. Et voilà, sauf que l'idée elle est venue en 2022, mais à l'époque j'étais voilà, dans mon CDI, je n'avais Oui. pas trop le temps de me consacrer à ces nouveaux projets. Et surtout, comme tu as dit avant, c'est vraiment la reconversion. Du Hmm. coup, Hmm. il faut que en fait, je me plonge et dans un univers qui n'est pas du tout connu pour Complètement moi. différent, oui. Il est complètement Hmm. différent, c'est pas du tout la même logique. La restauration, j'ai jamais fait ni dans les domaines de la communication, j'ai jamais travaillé dans les milieux Hmm. dans les domaines gastronomiques. D'accord. Et c'est tout un monde différent. Du coup, voilà, ça m'a pris du temps à faire, déjà à me former avec ce que je pouvais. Et j'ai pas fait formation de chef, disons, cuisine. J'ai pas fait des CAP cuisine. Mais bon, j'ai fait quelques petites formations par-ci, par-là. Et surtout, penser des zéro à un projet, c'est très prenant Hmm. comme temps. Bon, toi, j'imagine que tu sais que si vous avez Effectivement. un projet, du coup, et ces espèces de montagnes russes, voilà, Des illusions et on oui, y reprend et on... c'est ça, C'est vrai. ça touche beaucoup les Ouais. sentiments, c'est surtout quand c'est un projet à toi, Hmm. c'est différent, c'est pas du tout la même chose Hmm. comme quand on est embauché, et voilà, tu fais ça, t'as un objectif, t'as une mission, t'as un Oui, c'est salaire, plus facile que ça te passe au-dessus si c'est jamais ça ça, se passe mal. ouais, Effectivement, tu prends moins pour toi c'est ça, que quand c'est ton propre bébé, en fait, hein. c'est tout à fait un bébé, tout à Et fait. comment du coup, t'en es venu à... Comment t'es passé de OK, je suis en CDI dans une boîte, un peu l'aspect sécuritaire, tu vois, Oui. Mm. ah OK, c'est bon, je me lance là, c'est maintenant. Alors, ça c'est très... Je pense que c'est un peu la situation qui m'a poussée à dire, ok, c'est bon, j'arrive jusque-là, c'est bon, j'ai tout donné dans les milieux des entreprises, dans un cadre, disons, professionnel classique. Mmh, Et même si, bon, il n'y a pas de normal, en fait, chaque personne, il a son parcours, et oui. souvent c'est différent, mais oui, c'était un peu la situation, en fait, je me retrouvais dans une start-up. Encore, souvent, j'ai travaillé dans les milieux digital pour des start-up. Mmh. Euh, voilà, c'était. Disons que j'ai fait un burn-out en fait. J'ai pas de souci de parler en fait. Je pense que c'est important de savoir que Bien sûr. quand il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont pas. Et Oui. à ce moment-là, c'était juste après le Covid. Je pense que j'étais pas la seule à me poser plein de questions. Et à ce moment-là, voilà, il y avait tout le monde en train de réfléchir seul à la maison. Mmh. Et voilà, moi, ça m'est arrivé un peu ça, et j'étais plus en accord avec les valeurs de la société pour D'accord. laquelle j'ai travaillé,
avec mon manager. Du coup, j'ai fait un burn-out en fait. Ça ne me convenait plus les mondes, en tout cas mon Ce lieu où tu poste, étais. les lieux, et il n'y avait rien qui me convenait. Et voilà, j'ai décidé comme ça, j'ai essayé de partir ailleurs. En fait, le plus facile, ça serait effectivement de quitter et de partir dans une autre société, autre entreprise. Mais j'ai senti un peu que j'avais fait un peu les tours des postes, en fait, parce que je faisais, parce que quand même, ça fait du coup 10 ans que j'ai travaillé dans les milieux de la communication. Je me sentais un peu que, oui, j'avais fait déjà les tours et j'avais passé par plein de sociétés différentes, des agences et tout. Et à chaque fois, je sentais que c'était un peu la même chose. Qui revenait au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé aussi que moi, j'ai changé un peu ma façon de penser par rapport au travail, en fait. Je me voyais plus, en fait, travailler à 100% sur un seul projet et me consacrer à donner à fond quelque chose, un projet qui finalement n'était pas à moi. Et voilà, les jours que ce projet-là il finit, c'est bon, ok, je me retrouve disons sans rien et comme projet, comme mission. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir devenir entrepreneuse, parce que j'aime bien l'effet déjà moi je suis assez polyvalente dans ma vie du quotidien. En fait, je peux faire 5 choses au même temps, en fait. Et c'est ça qui te drive. Oui, j'aime bien faire ça. Et j'aime bien faire ça. Et voilà, je me voyais un peu faire ça, en fait, avec des Chacholi. Pour l'instant, je suis à 100% sur ces projets. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, faire du freelance. Et voilà, si faire des événements, il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Il ne faut pas qu'on soit de lundi au vendredi dans un seul poste avec une seule mission. Moi, je trouve c'est plus intéressant. Si un jour je suis fatiguée avec un projet, pourquoi pas. Et pouvoir switcher sur autre chose. Effectivement, voilà. Bon, c'est un concept qu'on en trouve souvent maintenant, voilà. D'être un peu slasheuse, oui, switcheuse, comment on veut nommer ça. Et super intéressant. Et j'étais en train de me demander justement, est-ce que quand tu étais dans ton entreprise, tu avais un rythme en fait d'entreprise classique, c'est-à-dire tu vas au bureau, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. Et est-ce que là, dans ta vie d'entrepreneuse, tu as trouvé un rythme qui, toi, te convient mieux ? Ça dépend des mois, ça dépend des... Oui, voilà, comme je te dis, c'est très montagne russe, en fait, ça varie énormément. Moi, ça me convient. Je pense que, oui, disons que je me fixe des objectifs et je suis pas ce genre de personne qui peut pas arrêter, qui arrête pas de travailler 22 heures et continuer à travailler. J'essaie de m'organiser pour que ma journée de travail, ça soit logique, disons, pour moi. T'arrives à t'imposer des... C'est ça, oui, que j'ai des limites, en fait. Oui, des limites. Et voilà, je pense que ça me convient. Du coup, j'ai trouvé un rythme qui me va à moi. Peut-être un autre entrepreneur, il me voit, il me dit, voilà, il fait rien, tu vois, mais... Je pense que moi, l'important, c'est, voilà, j'ai pas envie de me pousser au bout. Et vu que c'est mon projet à moi, je vais faire à ma façon, en fait. Et pour l'instant, ça me convient le rythme. Est-ce que j'ai un rythme un peu établi ? Non, pas trop, en fait. Ça dépend des saisons. Donc, mon projet, il est assez saisonnier, en fait. Oui, en fonction des événements. C'est ça, ça dépend beaucoup. C'est quelque chose qu'on mange... et à l'extérieur, en fait, à l'air libre, quand il fait beau. Du coup, les projets de Choly-sur-Seine, et il est très axé sur l'été et les beaux jours. Et c'est pas trop le cas maintenant. C'est ça, oui, quand tout le monde est dehors à Paris, c'est pas trop les moments maintenant, vu la neige et tout. Mais voilà, ça me convient. Aujourd'hui, c'est très calme, je suis plus sur les tâches administratives et la comptabilité aussi, ça prend énormément de temps quand on crée une société, surtout en France. Et du coup, voilà. On aime beaucoup les papiers en France. Ah oui, on a...
voilà. Il faut être fort pour les papiers, avoir la patience. Ouais. Et voilà, du coup, je suis un peu sur ça maintenant. Et je pense que oui, j'ai trouvé un bon rythme. Mais c'était pas du tout comme avant, en fait. Déjà, c'était un travail de bureau, en fait. J'étais tout le temps au bureau et à parler avec des personnes, effectivement, parce que quand même, il y avait un travail de communication aussi. Mais non, c'était beaucoup plus sédentaire. Oui. Après, ça dépend de l'époque, en fait. C'est pas Mm. la même chose quand j'enchaîne des événements en été et que je passe des journées debout à Oui, cuisiner. c'est vrai. Et que quand, voilà, par exemple, là, on est passé décembre, là, c'est janvier, c'est très sédentaire comme tâche, parce que, voilà, j'ai fait la compta, je passe beaucoup de temps face à mon ordinateur en cœur, et seule à la maison, mais ça me convient parce que, voilà, c'est bien. Ouais, et justement, d'être seule à la maison, toi, ça t'a pas fait peur, justement, tu vois, quand t'as passé le cap de te dire, ok, il y a des moments dans l'année où je sais que je vais être full, à être dehors, dans les événements, etc. Et il y a d'autres Ouais, où ça va être c'est vraiment vrai que très c'est très très calme. différent parce que les événements, ils demandent énormément l'aspect social, quoi. Ouais. Il faut beaucoup parler avec les Ouais. personnes, surtout si c'est la personne, voilà, dans mon cas, c'est moi qui porte les projets. Du coup, les gens, ils sont pas là que pour manger et partir, en Ils fait. sont Moi, curieux aussi de l'histoire qu'il y a derrière. c'est ça, tout à fait. Les gens, ils viennent, ils ont envie de savoir, voilà, ça démarrait quand, c'est toi qui cuisines, comment est-ce que tu fais, où est-ce que tu trouves tes produits, etc. Ils sont très curieux. Curieux, oui. Et voilà, du coup, ça demande énormément de l'énergie sociale. C'est clair. Et après, il y a des moments très, très calmes, voilà, comme ces mois-là d'hiver. Et moi, ça ne me dérange pas, en Tu fait. recharges du coup. Je recharge, voilà, je prends de l'énergie. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne, en fait. Moi, je pense, je suis assez sociable. J'aime bien parler, raconter. Si j'ai des choses à dire pour aider quelqu'un d'autre, voilà, ça ne me bloque pas de donner des tips ou échanger avec des personnes. J'aime bien ça. Mais aussi, j'ai ce côté un peu réservé. J'aime bien être seule à la maison quand il faut être concentré. Je préfère être à la maison que d'aller dans une bibliothèque parce que je suis aussi un peu, voilà, je me déconcentre très facilement. Du coup, et ça me va. Et je n'ai pas de souci. En tout cas, j'ai pas mal pratiqué d'être seule à la maison pendant les Covid. Et voilà. Ça te convient à toi en tout Oui, cas moi, sur ton moi rythme. ça me va, oui. Très bien. Est-ce que tu as trouvé que le public français avait un attrait justement pour les choripanes? Est-ce que Oui. c'est quelque chose qu'ils connaissaient ou au contraire quelque chose qu'on... Alors c'est très varié, ça dépend parce qu'en général, déjà je sais pas qui du public français qui vient quand je fais des événements. Ça c'est cool. Et on est quand même à Paris, c'est très international. Voilà, il y a des personnes on parle tous à peu près français, les personnes qui habitent à Paris. Mais bon, il y a des latinos, il y a des personnes, des asiatiques, un peu de partout. Ça, c'est trop cool à Paris, c'est assez cosmopolite comme ville. Et après, par rapport à disons, les ressentiments des Français envers la cuisine argentine, c'est cool parce que c'est ça que j'aime bien des Français, ou en tout cas des Parisiens, voilà, au moins à Paris, c'est comme ça. Et ils sont tous très ouverts à découvrir des nouveaux saveurs. C'est vrai. Voilà, quelque chose de nouveau. On est très curieux en général. Et même moi, chez les sons, je suis beaucoup plus curieuse ici qu'en Argentine, qu'on mange argentin. Maintenant, c'est un peu... C'est devenu un peu international, la scène gastronomique en Argentine. Mais oui, c'est cool. Les gens, ils sont curieux. Déjà, bon, de base, les gens, ils me demandent souvent si je fais des empanadas. Et c'est un cliché. C'est un peu... Moi, c'est pas que j'ai des soucis avec des empanadas. Moi, j'ai un souci, en fait, avec je suis très cash avec ça, mais j'ai un petit souci sur le fait qu'on réduise la cuisine argentine à des empanadas et la viande. Parce qu'il y a tellement de choses... Oui, c'est beaucoup plus riche que ça. Oui, c'est ça. Et je pense que pour n'importe quelle culture et n'importe quel pays, en fait, c'est comme si on réduise à chaque fois la France. Bon, c'est cliché, en fait. Moi, j'ai un souci avec ça. Par exemple, quand je voyage, j'aime bien vraiment découvrir les choses les plus locaux possibles.
les plus locales possibles, c'est qu'ils mangent vraiment les Les locaux, locaux, échanger avec des personnes, si, voilà, découvrir tout ce que je peux. Et pas rester que sur, par exemple, si, voilà, je vais en Italie, manger, ok, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé des pizzas, c'est bon. Non, j'aime bien aller un peu pousser, plus en c'est ça, profondeur. pousser ça à fond. Mm. Et voilà, pourquoi pas faire des nouvelles découvertes. Et du coup, c'est ça qui me gêne, en fait, en tout cas, avec la représentation de la cuisine argentine à Paris. En tout cas, jusqu'à maintenant. C'est pour ça aussi que je fais Choli sur scène. C'est pour proposer quelque chose de nouveau et différent. Et c'est que c'est à chaque fois la même chose, en fait. Oui, Du coup, on réduit les pays à... C'est comme, voilà, c'est qu'on réduisait la Colombie aux arepas et voilà. Ça, il y en a beaucoup qui vont dire ah non, les arepas, c'est pas colombien, c'est vénézuélien. Voilà, il y a la dispute aussi, c'est sûr. Mais oui. À la bandeja paisa, même si voilà, c'est pas très connu, ça dépend, mais... Par les Colombiens, oui. Par les Colombiens, oui, mais bon, c'est déjà ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Et justement, j'ai vu que sur tes réseaux, tu promeus justement cette curiosité que la culture gastronomique argentine, ça ne se réduit pas aux clichés. Oui. Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus sur ces clichés? Donc là, on en a parlé de l'empanadas. Est-ce qu'il y a d'autres clichés comme ça, que ce soit dans la gastronomie ou autre, sur la culture argentine que tu as pu... Oui, il y en a plein, oui. Après, je dis pas que les clichés sont pas vrais. Je dis juste... pour moi, oui, c'est la vérité. C'est pour une raison que c'est des clichés. Après, ça dépend, tu vois. Par exemple, les clichés de la française avec la baguette et les bérets à moitié. Baguette, oui, d'accord. Mais oui, béret, ça oui, mais bérets, on boit pas trop. Et il y a plein de clichés sur les argentins, effectivement. C'est cool, ça, parce qu'à Paris... Et les gens le connaissent quand même. L'Argentine, c'est pas un pays qui... Je me suis jamais retrouvée avec quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, est-ce que c'est facile ?» Des fois, dans d'autres pays, on comprend pas trop. Par exemple, on dit que Rio de Janeiro, c'est c'est en Argentine. Ils confondent un peu Brésil, l'Argentine. Mais quand même, les gens, ils ont une culture assez... Moi, je trouve que c'est assez vaste. La culture qui sont de l'Argentine, ils connaissent les grands personnages, disons, les célébrités argentines, ça ils les connaissent. C'est vrai parce que oui, ça existe et tout, mais par exemple tout ce qui est musique, j'essaie de pas rester sur du tango parce que ça ne se réduit pas qu'à ça. C'est ça, tout à fait. C'est surtout les personnes de notre âge. Des 20, 30 ans, ils s'écoutent pas trop du tango, tu vois. C'est quelque chose de très nostalgique, un peu, oui, des années 1900 et quelques. C'est pas quelque chose de contemporain. Du coup, c'est ça que j'aime bien partager, tout ce qui est culture actuelle. Et il y en a tellement de choses à découvrir. Je pense que pour tous les pays, c'est un peu comme ça les cas, mais ma mission à moi, en tout cas, c'est de partir un peu hors sentier battu, comme on dit, et parler quelque chose d'autre, parce que sinon, à chaque fois, on répète la même chose. Oui, et on se réduit pas intéressant, juste quoi. ça, ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai un cliché quand même sur les Argentins. J'ai l'impression que tous les Argentins aiment le foot. Ah, voilà, oui, ça, on peut parler de ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça fait vraiment partie de la culture, tu vois, vraiment des locaux, ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait? Non, oui, c'est effectivement, c'est très... Oui, c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas que tu me poses une question compliquée par rapport au football et tout, mais... il faut partir en Argentine déjà, je pense, pour comprendre vraiment cette histoire d'amour entre les Argentins et les foot en général. Après, tout à l'heure, tu m'as posé la question des foot ou je sais pas quoi. Ah, cuisine, c'était hyper facile. Ça va, pour toi, ça va. Pourtant, ça va. Alors, est-ce que j'aime les foot? J'aime pas du tout les foot. Et, moi, c'est quelque chose, déjà à Buenos Aires, qui, voilà... Et un peu l'agenda de la semaine, c'est réglé un peu par rapport au match de foot. Du coup, ça m'angoisse un peu. Tu vois, les dimanches, qu'il y a des matchs de foot à la télé, c'est pas très agréable pour moi.
Et est-ce que j'ai fêté la Coupe du Monde? Bien sûr, évidemment. Comme tout Je le pense monde. comme tous les Argentins. Mais c'est effectivement quelque chose... oui, on aime bien les foot, c'est un pays de foot. C'est très ancré dans l'histoire du pays, c'est très associé aussi à la politique et à la... Il y a plein d'aspects qu'on peut parler du foot pendant des années en fait, même si moi j'aime pas en fait. Mais oui, c'est un un élément quand cliché, même. oui, c'est Un vrai cliché, du coup. un vrai cliché, mais tu vois, par exemple, moi j'aime pas. Ouais. Du coup, Oui, il y aura toujours il y a toujours des exceptions, des effectivement, exceptions. mais si on parle en général des Argentins, oui, ils aiment bien le foot. Je pense que même ils sont prêts à tuer pour les foot. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai en fait, c'est très poussé en fait. Là. C'est Messi ou rien du tout. Oui, c'est ça, oui. On va la donner. On va pas dire du mal de Messi. Cristiano Ronaldo. Bah oui, toi. Bah ouais, forcément. Tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la street food en Argentine? Ok, oui. Parce que j'ai l'impression que c'est très varié, très riche, encore une fois. Oui et non. C'est pas, effectivement, si on compare avec d'autres pays qui ont de la street food, c'est pas les pays qui en mangent beaucoup de street food. Effectivement, il y en a toujours de la street food parce que ça répond à une demande, soit quand on est pressé, soit quand on n'a pas envie. Par exemple, voilà, tout à fait. Tu as cité l'exemple parfait pour notre cas à nous. Mais je pense que niveau street food, c'est un peu comme en France en fait. Il n'y a pas tellement de la street food, mais il y en a quand même. Il y a des choses qu'on mange et dans la rue, dans les événements, debout, ça arrive. Je pense que c'est ça aussi, c'est un peu mon défi personnel à moi. C'est pas comme le Mexique, tu vois, que vraiment c'est un pays de street food où il y a plein de pays asiatiques qui a tellement de street food. À chaque coin de rue, tu trouves des petits boui-boui qui te vendent comme ça sur les pouces quelque chose à manger. Et il y en a quand même. Moi, je trouve qu'il y en a. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire, de réfléchir quand voilà, moi je partais, je sais pas, faire des courses avec ma mère. Et souvent, moi j'étais une gamine assez... Voilà, j'aime bien manger, c'était déjà le cas à l'époque. Du coup, j'ai fait l'exercice, qu'est-ce que j'ai mangé quand je partais faire des courses avec ma mère, qu'est-ce qu'il me donnait pour grignoter, comme ça j'attendais, ou voilà, des trucs comme ça. Il y en a un peu, et je pense qu'il faut trouver un peu parce qu'effectivement, on aime bien, on est comme les Français en fait, on aime bien passer à table, s'asseoir, avoir le temps de manger, et après avoir mangé, rester à table, continuer à parler, boire un digestif, boire un café, prendre les desserts après, enchaîner des conversations. Dans ces cas-là, on est un peu comme les Français, on respecte la tradition des plats de notre gastronomie. Mais aussi à cette demande, effectivement, avant un match de foot, et quand on est, par exemple, on va au manif, ça arrive d'avoir la street food, et c'est quelque chose, je pense, qui nous unit, peu importe la classe sociale dans laquelle on se trouve en Argentine. Et les choripán, forcément, c'est le plat, la référence street food tout à fait de l'Argentine. Et peu importe où tu es en Argentine, où tu vas, voilà, il y en a toujours choripán, c'est la base. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est le choripán, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais... Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas expliqué. Pour moi, c'est un peu basique. En plus, vu les noms, en fait, ça parle de son nom. C'est ça. Après, il faut comprendre un peu l'espagnol, mais choripán, et du coup, c'est grosso modo un sandwich fait à base d'une saucisse et de porc. Nous, les classiques, c'est avec saucisse de porc. Et du coup, chori de chorizo, pan de pain, effectivement. C'est pas très compliqué. Ça va. Ça va. Et du coup, souvent il vient accompagné d'une sauce, la sauce mythique qu'on a en Argentine pour accompagner les viandes. Ça s'appelle chimichurri. C'est une sauce à base de persil, ail. Et voilà, et après, il y a plein de trucs, des épices et autres. Et
voilà, ça vient avec ça. Et après, on peut mettre ce qu'on veut dans les choripan. Moi, c'est ça que j'essaie d'échanger avec chaque saison, selon les produits que je trouve, selon mes envies aussi, pour faire tourner un peu la recette aussi, c'est important. Et du coup, on peut mettre ce qu'on veut. En fait, on n'a pas trop des... En Argentine, on n'est pas très fixe niveau cuisine. C'est pas que... Sur la saveur, oui, ils sont Oui, assez c'est ouverts. ça. Et surtout, on dit pas, ah, ok, non, s'il y a ça comme ça s'appelle pas un choripan. Non, en fait. Nous, on s'en fout. Tant que la base est du pain avec les C'est saucisses, ça. le reste, ça peut être C'est ça, il n'y a pas de souci. ouvert. Du coup, ça, on les retrouve un peu partout à Buenos Aires. Il faut faire attention quand même. Bon, c'est la street food. Il y a des fois que, souvent, il y a les touristes, vu que quand ils vont en Argentine, souvent, ils sont bien préfaits, parce qu'il faut que tu manges un choripan. Effectivement, évidemment, il faut goûter les choripans, surtout là-bas, c'est pas la même chose, la saucisse. Et du coup, des fois, ils tombent malades. Du coup, le choripan, en général, il n'a pas une bonne image en Argentine. D'accord. Parce que ça dépend où tu manges. Souvent, c'est dans les endroits un peu sales, un peu dans la roue et tout. Et comme je te disais avant, en fait, on n'a pas l'habitude de manger. C'est pas dans dehors notre... comme ça. C'est ça, c'est pas dans notre quotidien, par exemple, comme les Mexicains, ils peuvent faire. Les Colombiens, je ne connais pas trop parce que je suis jamais allée en Colombie. Ils font beaucoup de street food aussi en Colombie. Ouais. Il y a toujours des petits boui-boui, pareil, dans la rue, pour acheter des choses. Ouais, nous, on en a. Mais si on a la possibilité, on aime bien prendre notre temps, s'asseoir et tout. Mais effectivement, il y a des occasions qu'on ne peut pas. Super intéressant. J'ai vu que tu faisais aussi des ateliers cuisine. Alors, je commence, ça c'est mon 12e projet associé à la cuisine. J'ai déjà l'idée en tête. Il faut que je me lance pour tester, mais effectivement, ça prend énormément de temps, surtout quand on démarre avec un projet. Et du coup, c'est pour ça que je ne me suis pas planchée encore sur les ateliers de cuisine. Ça va venir, soit cet hiver, la fin d'hiver peut-être, ou l'hiver 2024, 2025, ça a l'air loin ça. Ça va arriver vite. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Mais oui, en fait, voilà, vu que les personnes ils me demandent à chaque fois, est-ce que tu fais des empanadas? Et des fois, les personnes me disent, est-ce que tu me ferais pas des empanadas? Moi, c'est pas que j'ai des soucis à faire des empanadas, je mange les empanadas, j'adore les empanadas. Moi, j'ai un souci, en fait, les empanadas, ça demande tellement de la main-d'œuvre, les prix qu'il faut faire payer l'empanada. Pour que ça soit rentable ici en France, en tout cas. C'est ça, c'est très bas. Non pas bas, c'est haut. Très haut. C'est très haut. Du coup, j'ai des soucis déjà à faire des empanadas pour les autres et les vendre. Mais par contre, ce que j'aime bien faire, et souvent je l'ai fait dans mon quotidien avec des amis, c'est d'inviter des personnes pour cuisiner des empanadas et faire tous ensemble des empanadas. C'est hyper ludique à faire des empanadas. Disons que c'est facile, il y a une petite technique, évidemment. Il suffit de prendre le coup de main. C'est ça, il faut prendre les coups de main. Une fois qu'il y a les coups de main, c'est très drôle, c'est très joli et tout. Et c'est quelque chose de très facile à répliquer dans la maison. On n'a pas besoin d'avoir des ingrédients un peu spéciaux, comme ça peut arriver avec des cuisines un peu du monde. Des fois qu'il faut aller dans telle épicerie, trouver tel ingrédient qui est importé, qui coûte 10 fois plus cher qu'au pays. Du coup, c'est ça que je trouve cool des empanadas. Parce que la pâte, elle est faite à base de... La pâte des empanadas en Argentine, parce que c'est ça aussi, il y a des empanadas un peu partout en Amérique latine. Chaque pays a sa propre recette. Voire chaque famille même. Oui, effectivement. Mais la pâte des empanadas d'Argentine, c'est la farine de blé. Du coup, rien de plus classique. Après, soit on met sandou, soit on met du beurre. Moi, j'utilise du beurre parce que c'est l'ingrédient le plus facile, surtout en France. Qui est très bon en plus. Ça va. Ça va. De la chance. Oh non, il y a du choix là. Et du coup, voilà, c'est très facile en fait. C'est ces ingrédients du quotidien qui ne coûtent pas un bras. Aussi, c'est ça que j'aime bien en tout cas. Et cuisiner des choses, voilà, je n'ai pas envie de dépenser trop. Et je pense qu'on peut se faire plaisir en mettant 5 euros sur... je pense qu'avec entre 5 et 10 euros, on peut avoir une vingtaine d'empanadas et pour tout le monde. Et
on passe un bon moment. Effectivement, il y a un peu de travail avec la pâte, mais c'est pas compliqué en fait. Une fois qu'on prend la main, c'est hyper facile. Et du coup, proposer ça plutôt en atelier, ça correspond plus à tes valeurs. C'est ça, tout à fait. Tu te retrouves beaucoup plus. Oui, tout à fait. J'aime bien échanger, comme je t'ai dit avant, avec les personnes. Et du coup, oui, apprendre aux autres à faire des empanadas, je trouve que c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus, en tout cas pour moi, à la demande et à Paris. Et effectivement, les personnes, ils sont curieuses, ils vont manger des empanadas dans des restos et tout. Mais pour moi, je ne me vois pas trop à offrir et à vendre des empanadas et en livraison ou à avoir un resto d'empanadas. Aujourd'hui, en tout cas, peut-être en 5 ans, c'est pas la même chose. Mais oui, je me vois bien faire des ateliers de cuisine pour raconter un peu l'histoire de l'Argentine et dire, faire une introduction de l'Argentine, parler un peu des clichés, c'est ça, parler un peu des choses qu'on ne connaît pas d'habitude. Et aussi, vu qu'on a les vins argentins, pourquoi pas faire une dégustation des vins argentins. Et avec les empanadas, ça va très bien, ça fait un bon moment convivial qu'on peut passer, par exemple, pour une soirée d'entreprise, un anniversaire. Voilà, il y a plein d'occasions qu'on peut faire des ateliers de cuisine. Et les gens, souvent, quand on fait à manger, c'est pas... Ça rapproche. Oui, ça rapproche entre les personnes. Et aussi, je trouve qu'on est fiers quand même quand on fait à manger. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre avec les ateliers. Le fait que c'est pas compliqué à faire à manger, parce que souvent, j'ai des amis qui cuisinent pas et qui me disent « Oula, c'est hyper compliqué. » Moi, finalement, je fais pas des choses compliquées, en fait. Il faut avoir du temps, oui, il faut avoir un peu de temps, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser. En fait, c'est, voilà, au lieu de voir la série Netflix, tu t'aimes à faire des trucs avec. Oui, et puis je trouve que la cuisine, ça a ce pouvoir aussi de te relaxer. Tu vois, tu penses vraiment à autre chose, tu coupes un peu du monde, et moi aussi, c'est ça que j'aime bien dans la cuisine, c'est que tu te concentres tellement sur ta tâche, tu vois, faire ta pâte. Tu fais la méditation en cuisinant. Exactement. Moi, je trouve que c'est la même chose. Et je trouve que quand tu cuisines avec quelqu'un, ça te permet aussi d'échanger beaucoup plus facilement. Je trouve que ça délie les langues, tu vois. Ouais. C'est tout un langage, c'est incroyable. Oui. Et donc, je reviens sur le choripan que tu proposes. Tu fais tout maison? Alors, j'ai fait maison, j'ai fait les saucisses véganes. Du coup, j'ai fait une alternative végane. Ça, j'ai fait maison. Après, j'ai des bons fournisseurs, en fait, pour tout ce que je peux... C'est pas que je peux pas faire, je pourrais bien. Pour l'instant, j'ai pas une demande très grande, assez pour rentabiliser. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais par exemple, les pains, je les fais pas moi. Je trouve qu'on a de très bons pains en France. C'est vrai. Et on a des très bons artisans dans les quartiers. Moi, c'est ça que j'essaie aussi de travailler avec les fournisseurs de mon quartier. J'aime bien les 18e. Mon service, il est proposé pour Paris et un peu intramuros, un peu petite ceinture. Mais j'essaie de travailler avec des produits les plus locaux possibles. Du coup, voilà, par exemple, les pains, je me fais fournir par un boulanger du 18e qui a les mêmes valeurs, il y a plein de femmes boulangers, ce qui n'est pas très courant en France. Et j'essaie de trouver des fournisseurs qui me conviennent et qui sont dans la même longueur d'onde, qui ont les mêmes valeurs aussi. Et du coup, les pains, je ne les fais pas moi pour l'instant. Et sinon, la saucisse de porc aussi, je trouve que la viande, moi comme bonne argentine que je suis, il faut du respect, il faut bien traiter la viande. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas malheureusement la structure pour faire des saucisses maison. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je les fais faire aussi par un artisan du 18e, qui est très connu dans le monde de la boucherie et qui travaille avec des produits raisonnés. C'est surtout un problème en France et dans le monde, en fait, quand on travaille avec des produits de consommation comme ça. Oui, et d'origine animale. On sait, il y a des controverses avec les abattages et tout. Du coup, je sais ce qui se passe. Moi, je mange la viande,
j'essaie de réduire ma consommation, Oui. mais j'essaie de mieux manger la viande, que ce soit de meilleure qualité, que les animaux ne souffrent pas pendant qu'ils sont en vie et qu'ils passent un bon moment, les temps qu'ils sont... Oui, Le plus possible, ouais. Voilà. Et que la viande après soit bien traitée et pas avec des chimiques, des trucs bizarres. C'est souvent un peu le cas dans les supermarchés, dans l'industrie de la viande. Oui, tu vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu peux pas poser des questions, d'où ça vient, comment ça a été oui, élevé. C'est ça. Oui, t'as pas trop... C'est ça, t'as pas trop... On dit la traçabilité des produits, t'as pas trop idée, oui, de comment c'est produit. Et quand tu as idée, quand tu vois par exemple des reportages à la télé ou autre qui te rapprochent un peu de ces méthodes de production, tu vois que c'est n'importe quoi en fait, qui sont produits en masse. Et tu vois aussi qu'il y a des avancées scientifiques qui font faire des trucs hyper bizarres avec la viande. C'est horrible en fait. Et je comprends, quand on voit ces choses-là, je comprends les personnes qui sont optées et pour un régime végétarien ou vegan. Et même pour la santé. Même pour la santé. Moi, je suis pas végétarienne, mais je comprends. C'est pour ça que j'ai aussi des alternatives végétariennes et véganes à chaque fois. Et justement, je voulais te poser la question, cette saucisse végétarienne, j'imagine qu'en Argentine, c'est pas quelque chose de très courant, le végétarisme. Oui, non. Alors, non, et si en même temps, en fait, oui aussi, parce que en Argentine, à Buenos Aires surtout, bon, on parle aussi de la quantité de viande qu'on consomme. Là, je sais plus les chiffres exacts, mais je sais que genre 20 kilos par an, je sais pas, j'ai dit des bêtises, mais on consomme énormément de viande. Du coup, il y a effectivement cette idée il y a cet autre courant qui est venu que, il faut arrêter de manger autant de viande, passer à des produits d'origine végétale. Et moins mais mieux. C'est ça, oui. Et du coup, il y en a. Moi, les dernières fois que je suis allée, j'ai testé quelques restos vegan et il y a des choripans faits à base de seitan, à base de tofu, plein de choses. Donc il y a quand même un courant qui commence à... Oui, on en trouve. Du coup, voilà, par exemple, si tu vas en Argentine, tu ne manges pas l'asado, du coup les barbecues, tu peux trouver des barbecues vegan. T'as des options en fait pour tout. Oui. Et t'es retournée en Argentine là il y a pas longtemps ou ça remonte à quand? Là ça fait un petit moment, ça fait 1 an que je vais pas. Okay. Là je vais aller en mars. D'accord, bientôt. J'ai hâte. Et est-ce que tu trouves justement que les gens, alors après c'est Buenos Aires, c'est un peu particulier puisque c'est la capitale et une grande ville, ça représente pas comme tu disais toute l'Argentine, mais est-ce que tu trouves quand même que les gens se rendent compte de plus en plus de cet impact de toute cette viande qu'on mange, où on se posait pas forcément la question avant parce qu'on voyait pas les effets, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé. Est-ce que tu trouves que là, les gens se rendent un peu plus compte, même si c'est pas encore... ça va prendre du temps pour venir dans nos vies quotidiennes, mais... Alors, je pense que de façon générale, non. Je pense non. Après, si je parle de Buenos Aires, c'est le cas... Je pense que c'est un peu la même chose qu'ici en France. Je pense qu'on dit oui parce qu'il y a tellement d'offres véganes et végétariennes et autres à Paris qu'on pense que c'est un peu le cas partout. Sauf que non, en fait, les gens continuent à manger. Moi, je pense que non, mais après, on n'a pas la même offre niveau qualité dans les grandes villes qu'en pleine campagne, en fait. On retrouve... je pense que c'est ça qui est important, surtout d'avoir la traçabilité des produits, savoir comment ça a été produit, d'où ça vient et... Voilà, combien d'eau, parce que même il y a des produits végétariens qui consomment énormément d'eau et les gens ils ne les savent pas. Et, par exemple, c'est le cas d'avocat. Et moi j'adore l'avocat, mais j'ai fait l'effort de ne pas en manger parce que déjà on n'en trouve pas des bons avocats ici. C'est très dur. Quand on en trouve, ça coûte une blinde.
Et... Il faut aller dans les petites épiceries. Oui, Enfin, en tout cas, chez nous, là où on vit, il faut aller dans les petites épiceries où c'est souvent tenu par des Pakistanais, où tu trouves des avocats à 1 €, 1,50 € max. Et ça fait mal de payer ça pour... Ça fait mal des quand fois, tu connais le vrai prix, oui. Oui, et tu l'ouvres, et des fois, une fois sur deux, il est un peu passé. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la loterie. Oui. En France, en tout cas, c'est vrai que pour trouver un bon avocat, c'est dur, hein, c'est vrai. Oui. Du coup, voilà, par exemple, pour les avocats, j'ai laissé un peu tomber en France. Voilà, si un jour je vais en Colombie, effectivement, je vais manger que des avocats. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est plus important. Et je pense que c'est ça qui me tient à cœur, en fait, de plus savoir l'origine d'où ça vient chaque produit. Et quand on consomme, surtout, voilà, on mange... on mange déjà 3-4 fois par jour, c'est très important, c'est quelque chose qu'on consomme assez régulièrement, du coup c'est important de savoir à chaque fois comment ça a été produit, d'où ça vient, du coup c'est poser les questions sur ça en fait, je pense que c'est plus important que de se dire voilà, ah ok je vais manger vegan, mais des fois... C'est dur hein, de faire cette transition. Bah non, oui, et il faut avoir du temps surtout. On n'a pas le temps aujourd'hui. Et je pense qu'on est éduqué aussi d'une certaine façon où c'est tellement plus simple qu'on se le dise d'avoir une protéine animale et à côté du riz ou des pâtes et puis un peu de verdure quand même. C'est la base. C'est tellement plus simple de faire ça que de se dire ok, je veux manger végétarien, comment je réfléchis à ma recette parce que je trouve que c'est toute une démarche dans les idées en fait végétariennes. Oui, c'est ça. Et je suis d'accord en fait. Moi, je sais que j'ai fait ça parce que ça m'intéresse en fait les côtés cuisine, découvrir des nouveaux produits, pas manger à chaque fois la même chose parce que voilà, ça me fatigue aussi moi. Voilà, ma mère, elle m'a un peu élevée. Et voilà, à chaque fois, elle s'est posé la question, ok, qu'est-ce que j'ai fait à manger? Je sais que les gestes un peu faciles, c'est faire, voilà, 2-3 fois. Voilà, une fois, tu manges tes pâtes à la semaine. Voilà, un cordon, bon, ici, un cordon bleu. Voilà, c'est des choses faciles. Mais moi, en tout cas, ça m'intrigue de découvrir d'autres saveurs, des nouvelles choses. Et de mélanger des recettes. Mais oui, effectivement, il faut avoir du temps pour faire ça. Mais c'est pas que, en fait, si on est intéressé, si on a envie de... C'est une façon aussi de voyager, je trouve. On n'a pas besoin de prendre l'avion. C'est ça aussi que je fais avec Jolie. Je trouve que c'est... On n'a pas besoin d'aller en Argentine et pour déguster la bonne viande et les bons vins, en fait... on en trouve voilà, je pense qu'il faut profiter de chaque occasion quand on est en France. C'est pour ça que j'essaie de faire le maximum possible avec des produits locaux. Je pense que vu que moi je suis ici, le prochain il est ici, ok, je vais essayer de faire quelque chose les plus rassemblables à ce qu'on mange là-bas, mais avec des produits locaux. Du coup, voilà, et c'est comme ça que je pense que c'est original et ça devient aussi un peu créatif, les métiers et ce qu'on propose aussi aux personnes, c'est ça qui est important pour moi. Et du coup, ta saucisse végétarienne, elle est faite à base de quoi? Alors, la saucisse végétarienne, ça a un peu évolué, mais là, la recette que je tiens les derniers mois, c'est à base des champignons, du coup des vrais champignons de Paris, qui vient vraiment derrière chez moi, du 18e. Ils sont faits dans un parking. Et du coup, c'est des champignons excellents qui ont les petits goûts un peu fumés. Après, c'est tofu, et tofu sans OGM. Tofu français avec soja français, ça il faut dire parce qu'on on sait jamais d'où ça vient. Et après, il y a plein de graines bio, par exemple, moi je mets du tournesol, des amandes, et après des épices, voilà. D'accord, oui, donc c'est assez complet quand même en termes d'ingrédients. Oui, j'essaie oui. Avant, j'ai fait séquer tofu, mais j'ai trouvé que c'était un peu lourd. En termes de texture ou En termes de texture, et aussi ça tombait un peu parce que la soja plus les pains, c'est bourratif, quoi. C'est voilà. Et la sauce? On n'a pas parlé de la sauce? Et la sauce. Très importante, la sauce. Oui.
Alors, chimichurri, oui, Ouais. c'est tout, un peu comme les choripanes, en fait, ça fait partie de la culture argentine. C'est la sauce Mm. mythique qui va très bien avec, en général avec la viande, parce qu'il est un peu, il y a du vinaigre dans du chimichurri, du coup, ça vient casser et ces côtés gras de Oui, la viande. quand c'est un peu trop lourd. C'est ça, Ouais. ça nettoie un peu, ça rince les palais, en fait, la sauce. Et du coup, oui, chimichurri. Chaque Argentin, il a sa recette de chimichurri. Moi, je l'ai fait d'une façon, c'est sûr que mon père, il l'a fait d'une autre. Mm. Voilà, chaque famille a sa recette. Moi, j'essaye de faire celle qui me convient le plus, surtout pour les choripans, celle qui Ouais. va, voilà, le chimichurri qui va le mieux avec le choripan. Mm. Mais grosso modo, c'est du persil, de l'ail, huile de tournesol et du vinaigre. Voilà, et après, Ah, c'est quelques simple, et épices. après tu mets C'est ta assez, petite voilà, touche. c'est assez simple, effectivement, comme sauce, c'est pas très compliqué. Et moi, je sais pas, même j'ai posté la recette du chimichurri sur mes Mm, réseaux, mm. parce que ça ne m'arrange pas de partager la recette, c'est pas un truc, il y a un ingrédient secret ou tout. Après, je pense que moi, je peux donner la même recette à quelqu'un d'autre et la personne, elle peut la faire différemment. Et les goûts, les résultats, ils n'est pas les mêmes. Oui, chacun a sa façon de faire C'est aussi. ça. Même la personne, elle peut rajouter, ah, voilà, moi, je préfère de mettre ça au lieu de ça. Voilà, ça Mm, peut mm, changer. mm, mm. Et c'est ça, je pense, qui est important. Il y a un facteur amour et passion qui joue sur chaque recette. Et voilà. Mais Oui, grosso ça, modo, c'est c'est ça propre la à chacun. recette. Oui, c'est Ouais. ça. Mm, Et mm, c'est pas très compliqué. mm. Il y a rien de compliqué sur mes recettes, en fait. J'aime bien faire des choses Simple, simples, mais bonnes, avec des bons Mm. produits. Je pense que c'est là qui a une vraie différence au niveau du goût. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres projets du coup en tête? Hmm, Quelque chose que je tu prends- peux dire? Oui, non, je peux dire tout, je n'ai pas de souci, je ne vais pas faire la mystérieuse. Mais non, en fait, j'ai plein de projets. Il faut avoir le temps déjà de tout faire. Pour l'instant, je suis assez concentrée pour pouvoir lancer parce que ça fait quelques mois que j'ai commencé avec Chori-sur-Seine. Ouais. Et ça prend énormément de temps. Je suis toute seule, en fait, je n'ai pas d'associé ou autre. Je me fais aider par pas mal de mes amis, mon Mm. copain, ma famille, un peu de loin. Voilà, il y a tout le monde qui m'aide. Je pense que c'est ça qui est important pour entreprendre, en fait, c'est faire aider, c'est soutenir. Et pas, oui, pas hésiter à demander de l'aide. Mais même avec toute cette aide-là, ça prend énormément de temps et de l'énergie aussi. Parce que des fois, on a le temps, mais on n'a pas l'énergie. Et du coup, pour l'instant, je suis concentrée sur Chori. Mon deuxième projet, ça serait pouvoir avoir un projet associé à la gastronomie. Du coup, en hiver, du coup, les ateliers de cuisine, ça c'est à venir. Et sinon, oui, je pense que ça peut se décliner en plein façon. Pourquoi, voilà, j'essaie à chaque fois de proposer des nouvelles recettes de la street food d'Argentine. J'aimerais bien aussi me faire aider par des femmes parce que je pense que il n'y a pas assez des femmes dans la restauration. Malheureusement, souvent, c'est un milieu assez masculin. Et Ce qui est assez étonnant quand on y pense. c'est ça, tout à fait. Mais Ça c'est pose vrai des que questions, en fait. la Parce femme que, est beaucoup oui, représentée dans la cuisine à la maison. c'est ça. Alors Dans que le l'homme milieu est dans domestique, il n'y le a pas de milieu souci. professionnel. Exactement. C'est ça. Ça m'a toujours beaucoup interrogée, ça. Oui. Mais Quand on voit dans les cuisines à Paris, souvent c'est des hommes qui sont là. Les femmes, peut-être ils sont là pour les côtés service, voilà, la serveuse. Ou la petite main en cuisine. Oui, oui, mais c'est pas, non, il y en a pas. Du coup, j'aimerais bien faire des choris sur scène, un chantier un peu d'insertion des femmes. Je vois aussi pas mal des femmes latines, et qui viennent à Paris et à cause voilà, des opportunités qu'il y en a. Et souvent, je vois ils se concentrent quand ils sont pas des formations ou autres, ou de l'expérience même. Elles se concentrent à être, par exemple, nounou ou femme de ménage. Et pourquoi pas, j'aimerais bien peut-être faire, dans ces cas-là, un chantier de réinsertion pour proposer la possibilité aux femmes qui viennent d'Amérique latine, que c'est pas mineur en fait, il y en a beaucoup qui arrivent, qui débarquent en France, pour
qui puissent peut-être se former dans la cuisine, travailler, Voir les autres possibilités voir aussi. les autres possibilités, monter en compétences, voilà, Trop cool. travailler dans les cuisines, voilà, je sais que en général, on cuisine beaucoup, je pense les femmes latino, ils cuisinent beaucoup, du coup, voilà, et pourquoi pas les montrer et dire, ok, voilà, on cuisine tous, on cuisine à la maison, pourquoi pas associer ça à son travail, au côté professionnel. Voilà, j'aimerais bien du coup faire ça. Du coup, Choly-sur-Seine, c'est un projet assez vaste en fait. C'est un gros projet et qui est tout petit maintenant. C'est un bébé de quelques mois. Du coup, c'est mon seul projet pour l'instant. Super, ouais, ça montre déjà que tu penses beaucoup, je pense beaucoup, oui. à comment faire évoluer ce projet, donc c'est trop cool. Je vais te poser une dernière question pour toutes ces femmes enfin, principalement on va dire, qui arrivent justement d'un pays latino en France. Quels conseils tu pourrais leur donner? Un seul conseil, c'est compliqué. Ou plusieurs. Voilà, non, si je commence avec j'aime bien donner des conseils en plus personnalisés à chaque personne, Mais un seul conseil, je pense que ça serait avoir de la patience en fait. Et souvent dans ces métros, moi en tout cas, c'était un peu mon cas. Et on pense, voilà, disons qu'on arrive en France, tout est nouveau. La langue, c'est pas la même. Et la culture n'est pas la même. Du coup, il faut avoir la patience, je pense surtout, à soi-même. C'est important ça. Et c'est dire que les choses arrivent au fur et à mesure. Et oui, avoir la patience, je pense que c'est très important. Et se faire respecter aussi, je pense qu'il faut s'imposer. Et déjà, c'est pas la même chose. Voilà, tu m'as demandé pour les femmes. Du coup, c'est pas la même chose quand on arrive. Déjà, on est femmes de base, partout où qu'on soit dans le monde. Mais en plus de ça, on est des femmes immigrantes. Du coup, ça rajoute une couche de complexité. Package assez lourd. Et voilà, du coup, je pense avoir la patience et s'imposer. Je pense qu'il faut s'imposer, il faut dire... ne pas avoir peur de... Ne pas avoir peur, c'est très important, je pense. Et voilà, je ne veux pas dire que ça soit facile, en fait. C'est beaucoup plus compliqué. Même c'est pour jamais moi, facile. Des fois. Oui, c'est jamais facile, mais c'est facile de les dire, mais c'est encore... c'est très difficile de les sentir et se faire respecter dans les milieux en général, surtout quand on parle des restaurations, comme je te disais, c'est un milieu très masculin, du coup, il faut savoir s'imposer et ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, même si on le dit avec un accent ou avec une vision complètement différente. Ne pas avoir peine, comme on dit. Peine, voilà, tout à fait. Ouais. Faut pas avoir honte. Ouais, je pense que c'est super important de le dire et de le rappeler. J'ai une dernière question encore. C'est bien. J'ai l'impression que ça te tient beaucoup à cœur, cet aspect femme. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à des choses qui te sont arrivées à toi, dans ta vie professionnelle? Oui, un peu. Je pense qu'on vit tous des choses. Des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on fait ah ok, non, c'est le même cas, il y a tout le monde qui galère et tout. Mais oui, effectivement, il y a des choses je pense qu'il y a plein de choses qu'on se rend pas compte et qui arrivent. Et une fois qu'on se réveille, disons, des situations, et c'est plus possible de revenir en arrière. Et oui, c'est des choses dans les milieux professionnels, c'est des choses dans les milieux personnels, des conversations qu'on peut avoir avec des amis hommes. Et des choses qui te font écarquiller les yeux alors que tu vois que la personne en face ne voit pas le problème. C'est ça, oui. Et je pense que moi, en tout cas, je me sens avec la responsabilité déjà de faire quelque chose. Je trouve, je vis pas très bien les injustices. Du coup, il y a ça, que j'aime pas me taire s'il y a quelque chose qui me va pas. Et des deux, je pense que oui, une fois qu'on se rend compte de tout ça, on commence à s'informer, à lire, à faire attention aux gestes du quotidien. Je pense que c'est ça les problèmes
voilà, là on va partir sur une autre conversation. On pourrait encore en parler oui, des oui, heures. c'est ça, on ne va pas s'arrêter sinon, mais disons qu'une fois qu'on se rend compte des attitudes un peu misogynes et tout, et on voit qu'ils sont très ancrés dans la société et partout, et même des choses du quotidien que même nous on fait. Du coup, je pense que c'est très important de se réveiller et se poser les questions à chaque fois. C'est ok, mais pourquoi? Même pour ça, c'est un peu associé à mon discours envers les produits et l'origine des produits. C'est Prendre du recul. Prendre du recul et se demander pourquoi on fait ça, pourquoi on mange ça, pourquoi. Voilà, à chaque fois, je pense que c'est important de se poser la question du pourquoi. Se remettre en question, oui, ouais. À soi-même et remettre en question un peu les contextes aussi parce que. Voilà, il y a plein de choses. Oui, c'est pas parce qu'une chose est normale, entre guillemets, oui, que ça l'est forcément. Il n'y a rien de... Ouais, Oui. c'est un peu mon côté communication, sociologique. Voilà, j'aime bien analyser. C'est un peu ça que j'ai fait au début quand je suis arrivée, en fait. Voilà, je connaissais pas, c'est une nouvelle culture. Ok, pour moi, mon rôle, c'était de me taire et voir un peu comment est-ce que les personnes interagissent et tout. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus à pas parler, à voilà, rester comme ça, tranquille, observer un peu. Et je dis pas pour répéter après, je dis plus pour dire, ah ok, regarde, ça on fait en France, ça on fait en Argentine, pourquoi on les fait comme ça en Argentine, pourquoi on les fait comme ça en France? On a tellement de réponses à ça, il y a tellement des explications que pour moi c'est hyper intéressant aussi. Et oui, c'est... Voilà, on peut... Mais bon, c'est... C'est encore un vaste sujet. Si on commence à aller là-dedans, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, mais bon, peut-être pour un prochain épisode. Hein, oui, c'est sûr. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'est bon, on est arrivé à la fin des questions. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.